quoi votre truc? Destination 11R ce matin et son domaine skiable de 58 km de piste offrant une expérience unique dans un cadre naturel et spectaculaire avec ses sentiers de randonnée d'hiver notamment. Chaque jeudi, allez, voilà un exemple, chaque jeudi de la saison hivernale, une exploration de la faune et de la flore vous est proposée avec un guide expérimenté suivi par une dégustation de raclette. Vous savez que la raclette au Valais, c'est une institution. Pour les amateurs de ski, de randonnée, 11R vous propose également des itinéraires balisés. Situé à moins de 20 minutes de Sion, 11R, c'est aussi un spa wellness qui offre une oasis de relaxation et de détente pour toute la famille. Et c'est bien là le point fort de cette station qui vous propose de changer d'air. On en parle ce matin avec Jonathan Platet, de 11R Tourisme. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises? Non, c'est tout juste, c'est magnifique. J'ai oublié les trucs, forcément, parce que vous proposez pléthore d'activités, notamment en hiver. On va le rappeler, mais 11R, c'est pas seulement l'hiver, c'est aussi une station 4 saisons. Tout à fait. Mais là, il y a de la neige. Vous arrivez d'Anzère, là? Alors, j'arrive de Sion. Sion. Pas très loin, ouais. Je retourne à Anzère tout à l'heure. D'accord, mais il y a de la neige et des bonnes conditions. Il y a de la neige, des bonnes conditions pour skier. Il y a aussi des bonnes conditions pour profiter des autres activités, notamment des balades dont vous avez parlé. Ouais. Et puis, pour les familles, plein de choses. Plein de choses à découvrir. Ouais, je disais, le leitmotiv, c'est vraiment une station familiale et on peut bien insister là-dessus parce que c'est vraiment le cas. Hein. Oui, tout à fait. En fait, dans la géographie même de la station, il y a cet espace qui est la place du village, qui est un peu le cœur du village. Et c'est un espace qui est entièrement piéton, vraiment dédié pour les familles, avec 2 remontées mécaniques vraiment entièrement gratuites. La possibilité de skier, donc à apprendre à skier gratuitement. Une petite piste de luge aussi, une patinoire. Donc c'est vraiment pensé, imaginé pour les familles, et c'est vrai que c'est très très apprécié. C'est très apprécié, et puis c'est un magnifique domaine skiable qui vous permet effectivement de prendre le bon air de la montagne, changer d'air, parce que c'est aussi votre slogan, hein, changer d'air à 11h, c'est ça? On a eu pas mal de slogans, c'est vrai que changer d'air notamment, on a aussi 365 degrés nature, parce qu'on est plus nature que nature, et puis on le voit sur les images, le panorama assez fou qui s'offre à nos yeux, donc... Quand vous dites que vous êtes plus nature que nature, ça veut dire que c'est aussi une manière de se différencier des autres aussi, quelque part, il y a une... Alors, se différencier, oui et non, on est une petite destination familiale, comme vous l'avez très bien dit, donc on ne rivalise pas avec Crans-Montana, on n'a pas la volonté de proposer plus qu'une grande destination peut le faire. Par contre, on essaye d'être super authentique, simple, et puis c'est dans ce sens-là aussi qu'on est plus nature que nature. Voilà, en tous les cas, c'est l'occasion ou jamais de vous rendre dans cette belle région, 11R, qui vous propose effectivement pléthore d'activités. Alors, on parlait là de la saison hivernale, mais toute l'année, 11R est ouvert. On fait pas mal de rimes avec 11R. C'est ouvert toute l'année. Ouais. Oui, alors c'est ouvert toute l'année. Alors, la saison estivale est magnifique, l'automne aussi également, avec les couleurs qui changent. Le panorama est complètement différent. On dirait que les montagnes prennent un petit peu feu, avec les mélèzes qui rougissent. Et puis, c'est vrai que pour la petite anecdote, je pense que la grande partie des Suisses, voire même tous les Suisses, ont déjà eu un petit bout d'Anzère dans leur poche, parce qu'en été, il y a les bis, qui sont les canaux d'irrigation traditionnels de la région, et le grand bis d'Ayen apparaît sur le billet de 100 francs suisses. Donc voilà. Cette anecdote. C'est important de le rappeler. Hein. C'est important. Pas tout le monde devait le savoir, effectivement. Alors, quand on va à 11R, alors oui, on peut prendre le bon air, on peut faire de belles balades, on l'a dit, des randonnées, etc., mais on peut aussi aller se détendre. Vous avez un spa, un wellness, et ça aussi, ça fait partie de ce moment de plaisir qu'une station peut proposer et qui est importante pour le public. Hein. Complètement. Donc il y a l'espace bain qui est ouvert vraiment à tout le monde, enfants et parents, et puis il y a un espace wellness où là, forcément, c'est plus pour les adultes. Les enfants de moins de 16 ans peuvent malheureusement pas y aller. Mais oui, combiner une journée de ski ou une journée de balade en extérieur et puis un moment au spa, wellness ou dans les bains, c'est toujours une expérience qui est très très agréable. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Si par exemple on veut monter le week-end prochain ou ce week-end du côté de 11R, la bonne manière de procéder, c'est quoi? C'est de contacter l'Office du tourisme? C'est quoi le mode d'emploi pour ne rien arrêter de tout ce qu'il y a à faire à 11R? Oui, alors forcément, ça va dépendre un petit peu de ce que vous cherchez. Si vous-même vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme, effectivement, ou faire un tour sur notre site internet.
Sinon, la bonne manière de procéder, c'est la manière qui va vous plaire. On a plein d'activités, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit le ski, il y a la possibilité aussi de l'UG à Anzère. Donc si vous êtes moins skieur, ça peut aussi être une super alternative. Si vous voulez découvrir un peu la nature, une balade peut être la bonne solution. Et puis on parle d'Anzère, du village, mais il faut savoir qu'il y a un autre point d'entrée sur le domaine skiable qui est les Rousses. Et puis c'est un endroit beaucoup plus sauvage avec justement des balades en raquettes qui sont plus préservées, plus dans la nature. C'est ça. En fonction de ce que vous cherchez, on pourra vous aiguiller. Et puis je pense que si vous cherchez un bon week-end à Anzère, on aura la recette pour vous, mais n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une offre hôtelière intéressante, évidemment, j'imagine. Enfin, vous pourrez répondre à toutes ces questions, évidemment. Complètement, voilà. Sans souci. Et à Anzère, on sait faire la fête aussi. Le soir, c'est bastringue. En Valais, forcément. Oui, alors effectivement, il y a l'après-ski qui est presque une religion en Valais, avec un petit verre de vin, la raclette ou un verre de sirop pour les enfants. C'est aussi super agréable. Et puis après, la fête continue dans les bars. Et puis, bien évidemment, pendant les périodes de forte affluence, notamment à Carnaval, on organise un peu plus de choses pour faire la fête. Et à Carnaval, entre autres, il y aura une semaine où il y aura le collectif 52 qui vient de Lausanne. Bien sûr, on connaît bien. Vous connaissez bien. Qui sera donc sur les pistes sous une tente pour animer la destination. Ok, très bien. Donc voilà une animation de plus qui est proposée. Et le carnaval, c'est ces jours-ci, ça va commencer dans quelques jours. Alors c'est la semaine de carnaval qui aura ça, donc c'est du 11, 12 au 18 février. Et voilà, donc c'est tout bientôt, effectivement. Et là, ça prend, comment dire, encore une envergure différente. La fête, la station sera en fête durant toute cette période en plus. Complètement. En plus du ski, c'est plutôt bien. C'est ça. Très bien. Alors, toutes les infos se retrouvent évidemment sur votre site internet, anzère.ch, tout simplement. C'est ça. Tout simplement, www.anzère.ch. Et puis, on est aussi joignable par téléphone, par email. Toutes les informations sont effectivement sur notre site internet. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Plein de neige. Plein de neige. Alors, vous souhaitez plein de neige, mais je crois que c'est le cas. On l'a dit tout à l'heure. Je crois que les conditions sont tout à fait bonnes. On espère que ça va continuer comme ça. Effectivement. C'est un bon cru, cette édition, cette saison 2023-2024. Complètement. C'est vraiment chouette. On ne choisit pas la météo, mais quand elle est bonne, on peut que être heureux. Et c'est le cas cette année. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Je vous souhaite plein succès. Merci à vous. Un petit clin d'œil à toutes les personnes qui habitent Anzère, qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci Jonathan Platet. Et puis, on se dit à bientôt sur M et sur Canal+. Avec grand plaisir. À tout bientôt. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, nous parlons de l'édition 2024 du Forum économique mondial qui se déroule actuellement du côté de Davos avec un agenda chargé, comprenant des débats, des discours et des réflexions dans un contexte mondial complexe marqué par des défis majeurs, des risques graves pour la démocratie mondiale et des évolutions géopolitiques irréversibles. On pense notamment aux tensions en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient et les pressions croissantes entre la Chine et les États-Unis. Le Forum appelle à une action collective audacieuse face à un nombre considérable de crises en cours. Jusqu'à vendredi, chefs d'État, grands patrons, leaders de la société civile, experts, entrepreneurs sociaux et représentants de la jeunesse se réunissent à Davos pour discuter des enjeux économiques mondiaux. Ce matin, Samuel Bendahan nous éclaire sur les effets et les raisons de ce forum parfois mal compris et des fois un peu discuté. Bonjour Samuel Bendahan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Bonne année, merci. Pareillement, oui, à tout le monde. On disait hors antenne que l'année avait commencé très fort. Oui, alors c'est sûr qu'en tout cas, quand on reprend après ces vacances, tout s'arrête, tout d'un coup tout reprend. Enfin, tout ne s'arrête malheureusement pas. Il y a plein de choses horribles qui continuent. Mais c'est vrai que la reprise vient et tout vient en même temps, tout ce qu'on a accumulé. Bon, en tout cas, merci d'être là, Samuel, pour revenir sur ce forum, cette grande bastringue internationale qui a lieu chaque année là-haut sur la montagne du côté de Davos, au Grison. L'avis de Samuel Bendahan par rapport à cet événement aujourd'hui, est-ce que c'est toujours vraiment aussi important que ça de réunir
toutes ces personnes, finalement, est-ce que ça décroche sur quelque chose de positif ? Bon, chaque année, c'est vrai que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on remarque que ça débouche pas forcément sur grand-chose, non. L'événement en lui-même, beaucoup de choses qui sont organisées, beaucoup du discours qui est autour, en fait, les gens n'y croient pas, sauf erreur. Le thème, c'est de reconstruire la confiance cette année. Puis c'est vrai que c'est assez paradoxal, parce que je crois que les gens qui vont au forum de Davos, beaucoup d'entre eux, en tout cas, la confiance n'est pas là pour les gens n'ont pas confiance, les gens n'ont plus confiance aux milliardaires pour gérer le monde, n'ont pas forcément confiance au gouvernement, au chef d'État, et ça devient de plus en plus difficile de le faire. Et puis, en fait, on amène un grand thème, mais en fait, les choses qu'il faudrait faire, les actions qu'il faudrait mener, elles vont évidemment pas être menées à Davos, et puis elles ne sont pas menées par les gens qui y vont. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile de voir ce paradoxe, et je pense que les gens sont assez méfiants par rapport à ce genre d'événement. Même si la rencontre en soi, le fait de se rencontrer, c'est évidemment quelque chose de toujours important et nécessaire. Bien sûr, un peu important évidemment de pouvoir discuter. Mais est-ce que c'est finalement le rôle de la Suisse de jouer ce rôle-là, et pourquoi ça se passe finalement chez nous et à Davos et là-haut sur la montagne? Ouais, alors bon, je pense que la Suisse, elle est un pays qui a peut-être, mais c'est une question un peu de tradition, d'histoire, de chance ou de malchance, enfin de chance plutôt pour la Suisse en tout cas, d'avoir été un endroit dans lequel, déjà c'est un endroit super, la Suisse, donc je pense que les gens sont contents de venir ici, que ce soit Davos ou à plein d'autres endroits. Et puis la Suisse, elle s'est toujours positionnée aussi comme un endroit qui est là pour accueillir ce genre de discussion. Donc je pense que ça, c'est quelque chose en soi très bien. Après, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu aussi ailleurs, mais je pense d'être un endroit dans lequel les gens peuvent venir discuter. On l'a vu aussi avec les discussions qu'on a maintenant sur l'Ukraine, où la Suisse s'est aussi positionnée du point de vue diplomatique pour être un espace d'accueil pour des discussions de paix, par exemple. Je pense que c'est vraiment une force que notre pays peut offrir. C'est aussi lié à sa tradition de neutralité. Ouais, justement, j'avais posé la question. Le fait qu'on soit neutre, finalement, c'est ce qui, finalement, valide en quelque sorte le fait que ça se passe ici. Ouais. Je pense pas seulement, parce qu'en fait, en vrai, je pense qu'il y a cette neutralité, tant qu'elle est reconnue par les autres, ça fait partie, au fait, de la crédibilité qu'on a. Donc, puis si on est perçu comme un pays neutre ou pas complètement engagé dans des alliances militaires, par exemple, ça aide évidemment à être un endroit crédible pour accueillir des gens. Mais c'est aussi autre chose. La Suisse est un pays riche, la Suisse est un pays qui a du succès, qui a une certaine diplomatie. Je crois qu'on est assis sur des lauriers qu'on a acquis pendant de nombreuses années. Le problème, c'est qu'évidemment, ces lauriers vont pas rester pour toujours, et donc il faut continuer à travailler ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, en Suisse, on a beaucoup plus de peine à développer cette image qui est très importante pour nous, d'être au premier plan sur le plan diplomatique. Pas comme étant une superpuissance, mais comme étant vraiment un pays qui est doué dans ce domaine-là. Et je trouve qu'on a beaucoup désinvesti la diplomatie, et ça nous coûte très très cher. On le voit dans nos rapports avec l'Europe ou d'autres pays. Ouais, non, demeure pas moi, justement, c'est que aujourd'hui ce forum se déroule dans une période un peu crispée, un peu tendue, je le disais en intro, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un risque finalement que la Suisse s'implique de cette façon? Ton avis là-dessus? Bon, la Suisse, elle s'implique pas en tant que... Déjà, c'est pas elle qui organise en soi ce forum, donc elle accepte qu'elle a lieu ici, et puis finalement, c'est un événement qui a lieu, donc je pense qu'il n'y a pas de risque de ce point de vue-là, mais c'est vrai que les autorités suisses participent souvent d'une façon ou d'une autre, et il y a aussi des autorités d'autres pays qui participent. C'est d'ailleurs probablement une des choses qui ressort le plus, c'est quand des dirigeants, par exemple, se voient, utilisent en fait un événement comme ça, sachant que d'autres y sont pour mener des discussions qu'ils auraient peut-être eues ailleurs, mais qui peuvent avoir ici. Ça, c'est probablement une des choses les plus utiles, mais on en sait beaucoup moins, évidemment, parce que c'est des choses qui sont plus confidentielles. Donc non, moi, je pense qu'on ne prend pas de risque. Le seul risque qu'il y a, et puis pour lequel il y a toujours des manifestations, c'est un petit peu ce paradoxe d'avoir des gens qui disent « Nous, on est là pour parler des problèmes qui touchent le monde », et puis souvent, les gens qui y vont et puis qui font des beaux discours sont les mêmes qui causent le plus de problèmes et de difficultés, qui, dans l'appât du gain, en fait, amènent à causer de grosses crises. Puis ça, c'est vraiment un paradoxe, et je dis pas que c'est un danger, mais c'est clair que c'est un paradoxe, et c'est clair que ça énerve les gens. Ouais. Le fait qu'un Zelensky appelle à l'aide en quelque sorte, à avoir une force aérienne plus importante, qu'il utilise Davos pour venir faire en quelque sorte, entre guillemets évidemment, une sorte de promotion à l'aide, c'est pas un peu... C'est ça qui résonne pas forcément dans le bon sens? Alors moi, je pense pas que c'est ce qui résonne pas dans le bon sens, parce qu'il faut se mettre à la place. Vous êtes chef d'État d'un pays qui a été agressé, qui est en guerre et qui se dit dans une situation difficile, avec une population qui souffre. Est-ce que c'est pas votre rôle d'aller partout où vous pouvez aller pour essayer de défendre cette population? Alors on peut être pour ou contre ce qu'il défend politiquement, mais je pense dans cette position-là, le fait qu'il aille à Davos, moi je pense que c'est quelque chose d'abord de juste. Enfin, je comprends qu'il le fasse, et je trouve que c'est juste parce que c'est une chose que c'est Davos, c'est une estrade.
froide. C'est un endroit d'où on peut dire des choses, on peut communiquer et où on peut rencontrer des gens. Et de ce point de vue-là, alors je suis évidemment pas, je sais pas avec qui il a discuté, puis à quel point c'était des discussions fructueuses, mais de l'extérieur, du point de vue en tout cas de la communication, de l'image, du débat, ça a contribué à quelque chose. Donc je pense pas que c'est la chose la plus inutile qu'il ait fait d'être allé là-bas. Par contre, c'est vrai que c'est pas à Davos que se décident au fait des choses très importantes par rapport à ça. C'est évidemment aussi ailleurs. Ouais. Une sorte de vitrine comme ça internationale. Il y a un côté franchement Davos d'ailleurs à l'image de ces stations UP, c'est beaucoup de la vitrine. Ça veut pas dire que les vitrines sont toujours inutiles, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. Parce que là, vont des gens qui ont quand même beaucoup de pouvoir. En tout cas, certains. Pas tous, mais beaucoup de gens. Et ces gens qui ont du pouvoir, en fait, auraient la possibilité de faire beaucoup plus et ne le font pas, et souvent luttent contre les gens qui le font. Et donc c'est ça qui fait un petit peu mal des fois. C'est d'avoir des milliardaires qui luttent contre les politiques publiques, les politiques sociales, contre la lutte contre le réchauffement climatique, tout en ayant un discours un peu lissé qui va être donné à Davos. Mais par contre, des autres problèmes, par exemple la question de la paix internationale, moi je ne doute pas que des gens comme Zelensky, par exemple, qui vont là-bas pour essayer de trouver des solutions de paix dans une situation difficile, ça, à mon avis, ils le font avec une certaine sincérité. Donc, plutôt pour, mais peut mieux faire, c'est ça l'idée. Alors, moi, je préférerais que ça se fasse autrement, parce que je préférerais qu'il y ait des événements différents dans lesquels on s'attaque vraiment au problème, avec plus de sincérité, ça manque beaucoup. Je crois que la confiance, leur thème, c'est la confiance. Ça, il faudrait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la façon avec laquelle c'est fait n'est pas de nature à générer de la confiance. La confiance doit impliquer les gens. Et puis, le problème, c'est que l'opposé de cette confiance, c'est quoi ? C'est la montée des populismes des extrêmes droites, de Trump et autres. Et ça fera, si on laisse ça se faire, ça va être un âge des ténèbres pour la planète, si on laisse ça se faire à large échelle. Donc il y a vraiment un défi. Donc les questions posées sont justes. Peut-être les gens impliqués, il faudrait qu'il y en ait davantage et puis que ce soit plus démocratique. Samuel Bendaron, il veut pas aller à Davos, non ? Alors moi, je pense que des fois on est invité, des fois pas, par certains, mais honnêtement, ce genre de questions, c'est toujours la même chose. Si une fois on dit est-ce que je vais à un endroit ou pas, il faut se dire est-ce que ça apporte quelque chose, et puis il faut regarder au cas par cas. Ça c'est la question. Si un jour quelqu'un m'invite à aller à Davos, alors je crois que j'ai déjà été invité puis pas pu aller, mais si une fois je suis invité à aller, je me poserai vraiment la question sincèrement, est-ce que d'aller à un événement comme ça avec lequel je suis pas toujours d'accord à 100%, est-ce que je pense que ça apporte quelque chose pour les gens et pour la cause? Et si je dis que oui, ma foi, il faut pas être purement idéologique et il faut y aller. Si je me dis que non, ça apporte rien, ou ça coûte, ou ça coûte de la crédibilité, ou c'est pas bon pour l'image, je sais pas pour dire, mais pour le symbole plutôt que pour l'image, c'est-à-dire pour le message qu'on donne en fait comme politique, alors dans ce cas il faut pas aller. Mais je répondrai à la question si une fois ça m'arrive et puis où je prends une décision, parce que là c'est difficile abstraitement de répondre. Ça va donner de la peine, presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Samuel Bendaron, mon invité ce matin, avec qui nous nous rendons à Davos, virtuellement, évidemment. Ce matin, on reste en plateau, il n'y a pas de souci, on est bien, il fait bon chaud ici, il n'y a pas de souci. Du côté de Davos, où se déroule en ce moment le Forum économique mondial, c'est une sorte de team building international pour les présidents, pour les hommes d'affaires. C'est un peu ça, c'est un peu leur bastringue annuelle, ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un team building pour tous les autres gens qui y vont, puis qui font pas partie des gens dont on sait qu'ils y vont, et puis qui ont un peu l'espoir de soit d'y rencontrer du beau monde, soit de faire des affaires, puis peut-être qu'ils peuvent aussi être déçus de ça, parce que c'est évidemment... je pense que c'est très intéressant pour des gens d'aller voir des gens parce que simplement quand tout le monde est au même endroit, ou en tout cas certaines personnes sont au même endroit, ça aide. Après, ces grandes discussions, ces conférences et tout ça, franchement, moi je pense que souvent c'est pas ce qui va passionner la majorité des gens. Les gens viennent parce qu'ils ont un espoir, et puis beaucoup vont aussi être déçus en repartant de là, comme toujours. Ils le diront pas forcément parce que ça fait mal, mais si vous allez là-bas dans l'espoir de rencontrer des présidents, des chefs ou des grosses entreprises, puis de décrocher des affaires, pas tout le monde... la plupart de ces gens, quand ils arrivent, les chefs d'État, les gros chefs d'entreprise, ils n'ont pas le temps en fait d'aller parler à tout le monde, et donc du coup vous aurez peut-être la photo, le selfie, et puis vous pouvez déjà être content, quoi. Que dire de ces manifestations qui ont lieu aussi durant cet événement? On en parle un petit peu comme ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça décroche finalement sur quelque chose? En tout cas, ça fait parler.
Bon, au moins, on parle du fait que les gens manifestent et puis que du coup, il y a un message. Il n'y a pas qu'un seul message qui est donné. Donc, moi, je pense que, personnellement, je trouve ça très bien que les gens manifestent et expriment leur point de vue. Ouais. C'est très important, quel qu'il soit. C'est la liberté, c'est la démocratie. Et je pense aussi que c'est important quand il y a des événements comme ça, puis beaucoup de moyens, beaucoup de couverture médiatique aussi qui parlent du forum de Davos. Alors bon, vous le traitez de façon critique puisqu'on a une discussion, on a un débat là autour, mais aussi beaucoup d'endroits dans les médias où c'est vraiment pas très. On va donner simplement l'information de ce qui se passe là-bas avec le spin vraiment de Davos. Moi, je trouve bien aussi qu'il y ait des contre-messages avec des gens qui disent non, regardez les problèmes du monde, regardez comment eux essayent d'y répondre et voilà qu'est-ce qu'il faudrait faire. Moi, je trouve aussi bien d'avoir des gens comme Oxfam qui certes participent mais ont un message un petit peu différent puis n'hésitent pas à le dire. Donc ça, je pense que ça fait partie. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité de messages sur des thèmes comme le thème du forum de Davos, pas juste le truc corporate qu'ils envoient. Qu'est-ce qu'on peut espérer finalement de cette édition, cette année du Forum économique mondial? Qu'est-ce qu'on peut espérer, nous, en tant que Suisses? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose déjà, tout d'abord? Honnêtement, moi, j'ai jamais espérer quelque chose concrètement de ça, parce que j'ai jamais eu beaucoup d'illusions sur le fait que ça amène des choses, mais ça veut pas dire que en n'ayant pas foi qu'il va se passer grand chose d'important, ça veut pas dire que ça ne va pas être le cas et qu'il faut pas quand même le vouloir. Et donc je pense simplement, il faut bien se rappeler, c'est pas un des endroits démocratiques où se font les choses, où se prennent les décisions, mais si par un hasard d'un événement comme ça peut être le cas dans d'autres événements, des gens, je sais pas, on peut avoir pour moi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Zelensky qui est venu en Suisse. Moi, je pense que c'est quand même une des crises importantes locales. Il y en a d'autres. Je ne veux pas minimiser les autres parce qu'elles sont très importantes aussi. Mais pour celle-ci, c'est clair qu'il a fait une offensive à ce moment-là. Et la question de comment on peut trouver une situation de paix aux portes de l'Europe comme ça, c'est une question importante. Et c'est pas exclu que toutes les discussions qui ont eu lieu en marge du forum de Davos, elles peuvent être une brique qui est posée pour construire quelque chose dans ce domaine-là. Alors là, on est pendant le forum, c'est jusqu'à vendredi. La semaine prochaine, on va recevoir Nicolas Bidault, qui est notre ambassadeur. On lui demandera de revenir sur cette édition du forum. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui poser comme question, M. Bidault ? Moi, ce que j'aimerais bien lui poser comme question, c'est que je comprends bien que quelqu'un comme lui dise c'est bien le forum Davos, ça fait parler de la Suisse, donc c'est super. Ça, j'imagine qu'il va vous le dire, et puis il n'a pas complètement tort. Mais moi, j'aimerais lui poser la question. Dans le monde dans lequel on est maintenant, ce monde polarisé avec une montée de l'extrême droite, etc., comment la Suisse peut être une balise de lumière avec des événements comme ça, ou d'autres, pour lutter contre ce phénomène du retour à l'âge des ténèbres. C'est-à-dire le fait que nous gardions en fait les valeurs qui ont fait la force de nos sociétés, qui ont fait la prospérité, qui ont fait l'humanité, la solidarité dans nos pays. Comment la Suisse peut être pas juste là et puis vendre sa marque, la Suisse, mais peut aussi vendre ses valeurs traditionnelles d'humanité, de travail ensemble. Ça, c'est une question que j'aimerais lui poser. Comment il voit la capacité de la Suisse à vraiment apporter quelque chose de bien à ce monde, parce que, mon Dieu, il y en a besoin. T'écouteras sa réponse la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Samuel Bendahan, d'être venu ce matin nous aider à comprendre un petit peu plus sur cet événement particulier, quand même, cette grande bastringue, comme j'aime bien l'appeler. On aime bien le petit rituel des petites questions en 1 minute. Ouh là là. C'est parti, t'es prêt, t'es OK? Ouais. On y va, allez, c'est parti. 1 minute avec une rafale de questions. Si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, qui ça serait? Je sais pas, plein de monde. Aucune idée comme ça. Aucune idée, bon. Quelle est ton activité en plein air préférée? Vélo électrique. Préfères-tu être invisible ou capable de lire dans les pensées? Capable de lire dans les pensées, mais pas trop, c'est un peu voyeur. Peut-être invisible quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie dans notre pays? Quand même tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de bonté, on oublie toujours d'en parler, mais c'est très important pour moi, la bienveillance. Quel est ton livre préféré? Pardon. Si le bonheur vous tombait dessus. Décris-nous ton talent caché. Les jeux vidéo. C'est vrai? Oui. Quelle musique tu écoutes tout le temps? J'écoute vraiment des choses différentes. Métal symphonique. Pour ou contre l'initiative AVS 13? Pour, évidemment, 13 fois. Tu viendras nous en parler? Avec grand plaisir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Samuel Bendahan? Comme toujours, le bien commun, c'est-à-dire si les socialistes gagnent, ce sera bon pour tout le monde. Je te souhaite une belle année 2024. Merci, je te dis à bientôt et puis merci d'être venu ce matin répondre à mes questions et nous aider à comprendre un petit peu plus de choses par rapport à ce forum économique mondial. À très bientôt. Merci Samuel. Balance ton sport.
Balance ton sport, les news, direction Vezona pour la Coupe du Monde de paraski alpin. Oui, du 20 au 26 janvier, Vezona accueille une compétition qui va réunir les meilleurs parathlètes du monde pour une étape de la Coupe du Monde de paraski. C'est la mythique piste de l'ours que skieurs et skieuses s'élanceront le temps de 4 courses. Didier Bonvin, bonjour, vous êtes l'organisateur de cet événement. Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours du début de la compétition ? Oui, bonjour. Bien, écoutez, avec les conditions qu'on a eues depuis le début de cette saison, les conditions de neige sont excellentes. Elles ont été tout au long de la saison et puis maintenant on dépend un petit peu des conditions météorologiques, mais je pense qu'on se met en place, on a encore quelques jours pour se préparer et à partir de lundi tout sera prêt. Oui, parce que lundi commence la première course, la compétition s'ouvre officiellement samedi. Est-ce qu'il vous reste des petits préparatifs d'ici ce week-end ? Oui, bien sûr, on a énormément de préparation au niveau de la piste, surtout au niveau de la sécurité, vu qu'on a repris des épreuves de vitesse, donc on a des super G en fin de semaine, donc il y a énormément de filets à monter, vraiment des protections pour que chaque participant soit sécurisé. Et puis, on est tout à fait dans les temps et on a pratiquement une centaine de personnes à travailler là-dessus. Donc, on sera prêt à temps. La Coupe du Monde de paraski, est-ce qu'on peut la comparer à la Coupe du Monde de ski alpin ordinaire qu'on connaît ? Est-ce que c'est un format similaire ? Oui, je pense sur le principe, c'est pareil. Donc, il y a la Coupe du Monde qu'on connaît pour les valides, on peut dire, le ski alpin. Et puis, en parallèle, on a le paralympique. Donc, il y a un règlement qui est très précis. Il y a des catégories qui sont déterminées en fonction de l'handicap, bien sûr. On a 3 catégories bien distinctes. On a les malvoyants. Donc, il y a les aveugles jusqu'aux malvoyants. On a une deuxième catégorie, ce sont les chaises, donc les bobs. Et ça, c'est très, très impressionnant. Et on a une troisième catégorie pour les debout, on peut dire, les standing, qui, eux, malheureusement, unijambistes ou alors qui ont différents handicaps. Et tout ça, c'est bien organisé. Et chaque temps est corrigé en fonction de l'handicap, bien sûr. C'est ça, pour que ce soit équitable, il y a un système de compensation en fonction de l'intensité du handicap. Voilà, c'est ça. Donc, il y a au départ, cette compensation de temps, elle est claire, elle est définie. Et à partir de là, le temps réalisé, c'est le temps effectif qui permet de classer les athlètes. Donc là, c'est très facile à comprendre. On peut peut-être en comparaison, je dirais l'aveugle. Donc il part avec un bonus de temps de 5 ou 6 secondes. Et puis celui qui est malvoyant, peut-être à 20% ou 25%, lui, il a peut-être 1 seconde de bonus. Et à l'arrivée, donc il y a un classement qui est défini en fonction des catégories, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les spécificités de la piste de l'ours de Vezona ? Alors la piste de l'ours, c'est une piste qui a vraiment, depuis des années, depuis plus de 40 ans, on a accueilli toutes sortes de courses, de la Coupe du Monde, de la descente, de Super G, de géant et slalom, donc les hommes et les femmes, à des courses pour les enfants. Donc toutes sortes de courses sont organisées régulièrement. Cette piste, elle est homologuée pour des compétitions internationales et elle est aussi homologuée pour des compétitions pour les enfants. Donc la chance qu'on a sur cette piste, c'est qu'elle est équipée en canon à neige, donc la neige est garantie toute l'année, depuis des années. Et puis avec les installations qui correspondent maintenant pour les Paralympiques, les rotations au niveau des cabines, au niveau donc je dirais l'ensemble de l'infrastructure permet justement à chaque compétiteur de s'y retrouver. En tant que spectateur, vous me le disiez un peu hors antenne, on peut venir voir la compétition, vous incitez évidemment les gens à venir, mais c'est spectaculaire comme compétition. Alors justement, donc là je lance un appel, malheureusement, là j'étais à Wengen ce week-end, donc il y a un enthousiasme autour du ski, c'est du ski alpin, donc j'espère que quelques spectateurs viendront apprécier les performances de nos Paralympiques, parce que c'est quelque chose de particulier, c'est très émouvant de voir un malvoyant, voir un aveugle, ou alors un gars sur une chaise, dans un bob, skier à plus de 100 à l'heure, donc c'est très particulier. Donc je pense que c'est une leçon d'humilité aussi, c'est de pouvoir comparer les valides et les personnes en mobilité réduite, et je crois qu'ils méritent notre respect et beaucoup d'attention, bien sûr. Effectivement, pour conclure, un mot sur Vezona, un peu plus au sens large. C'est une station qui vit, qui propose plein de choses, des initiations au ski de randonnée, des descentes au flambeau. Comment se passe le début de saison ? Alors on a eu cette année un début de saison, je dirais, extraordinaire. On a pu ouvrir les remontées à partir du début novembre déjà, ce qui a pu être réalisé depuis une vingtaine d'années. Donc les conditions étaient très bonnes dès le début. Et puis ça permet justement la randonnée, il y a des descentes au flambeau. Et puis c'est surtout le ski alpin. Il y a même possibilité de faire du ski de randonnée, du ski de fond. Donc ce qui fait, je dirais, la différence de Vezona et d'autres stations, c'est que les conditions sont
toujours optimale. Et chaque skieur, donc chaque touriste, chaque personne qui sera en Vezona en profite au maximum de ces bonnes conditions. Pourquoi on organise des courses très tôt dans la saison? C'est justement pour pousser toute l'organisation, toute la préparation des pistes, pour qu'elles soient en état, dans le meilleur état pour justement nos touristes. Merci beaucoup Didier Bonvin d'être venu nous trouver, d'avoir fait la route ce matin pour venir nous voir. Du 20 au 26 janvier, Merci. C'est la Coupe du Monde de paraski alpin à Vezona. Si vous nous suivez ce matin, on vous invite à aller faire un petit tour. Merci. Le journal de la musique avec David Letard. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Rendez-vous comme chaque mercredi. On va parler ce matin du QI Jazz Festival avec Jean-Yves Cavin qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Merci d'être là également ce matin pour nous parler de cette programmation 2024. Oui, du 5 au 13 avril, 41e édition entre artistes à la renommée internationale et révélations musicales de la scène jazz actuelle. Le festival vient de dévoiler son programme IN qui sera sur les 3 scènes, le chapiteau, Next Step et le Temple. On va parcourir avec Jean-Yves Cavin, co-directeur et programmateur musical, et bien la programmation ensemble jour après jour. Merci d'être avec nous. Un petit retour juste avant sur 2023. J'imagine un directeur heureux avec un taux de remplissage pour la 40e édition qui était plutôt bien. Ouais, qui était complètement fou. On a vraiment eu cette chance. On sentait que c'était la fin complète alors là de ces superbes années Covid qu'on a vécues. Et puis on a effectivement battu tous les records de billetterie qu'on n'a jamais eu. Après, c'est vrai que la météo a été, comme l'a dit mon co-directeur, moyenne, vaudoise. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des recettes, des boissons et de nourriture, c'était un peu plus, c'était mitigé. Mais voilà, on arrive quand même on a fait une belle édition en 2023 et on est content. On est prêt à bloc pour repartir en 2024. Promis, on ne parlera pas de la météo avec le QI Jazz. Il y a aussi un nouveau système de son qui a fait ses preuves. Exactement, ouais, dans la grande scène. Et là, chapiteau, on réédite. On était un des premiers festivals au monde à être équipé de ce système vraiment très très spécial qui change en fait la façon dont on écoute un concert une fois qu'on y a prêté attention. Et c'est vrai que moi j'ai eu pendant les semaines qui ont suivi le festival un peu de peine à aller à réécouter des concerts dans un système normal ou dans les autres salles du festival d'ailleurs. Et puis c'est vrai que voilà, on va réitérer cette expérience. C'était vraiment quelque chose. Et la pièce maîtresse, le chapiteau aussi, qui a fait ses preuves. Oui, alors on a dû adapter la structure pour ce système son, donc on va remettre cette même structure et ce même système son. Allez, place à la 41e édition. Le programme du vendredi 5 avril avec Laetitia Benjamin, une saxophoniste à une carrière montante qui va s'associer avec une légende, une invitée prestige, Didi Bridgewater. Exactement, c'est pour ouvrir le chapiteau, même le festival. Donc Laetitia, c'est une saxophoniste vraiment très 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 talentueuse. Et puis sur son dernier album, il y a un ou deux morceaux où elle joue avec Didi Bridgewater. Et puis voilà, on a proposé de faire ce co-plateau. Je crois qu'elle l'a fait de temps en temps aux États-Unis, en Europe pas tellement. Donc ça va être une belle découverte. Elle jouera justement son dernier album qui a été vraiment plébiscité par la critique. Le programme du vendredi 5 avril avec celle qui monte, Laetitia Benjamin avec la légende Didi Bridgewater, une des pionnières de la harpe jazz Julie Campiche et puis le trip-hop de Balizer Band et la démonstration de Maybe Quartet. Le programme du samedi 6 avril. Rodrigo Cuevas, c'est aussi une très très belle découverte. Il remplit des stades, ce monsieur, en Espagne. J'ai appris, j'ai pu aussi trouver de l'info. C'est une première en Suisse pour cet artiste. Ouais, en plus dans un contexte acoustique assez effectivement particulier. C'est une découverte aussi pour nous, forcément. Mais mon collègue, je crois, l'a vu lors d'un festival de showcase et puis a été complètement subjugué par cet artiste. Je pense que ça va être un moment assez fort du festival. Oui, son véritable instrument, c'est sa voix. Il est quasi inclassable dans le style, en tout cas. Il a gagné en Espagne le prix national des musiques actuelles. C'est vraiment à découvrir. Le programme du samedi 6 avril, donc, avec la performance captivante de Portico Quartet, le son unique d'Avishai Cohen Quartet, les rythmes enflammés de KOJ, Kweku of Guana et les 4 musiciens suisses du Kaleidoscope String Quartet avec Michael Zisman et l'un des artistes les plus inclassables du moment, Rodrigo Cuevas. Le programme du dimanche 7 avril. No matter what the future brings, as time goes by,
Jean-Yves, hein, vous m'arrêtez quand vous voulez, lorsque vous avez un coup de cœur. Non, mais vous faites ça vachement bien. Celui-là, il faut absolument le voir. Monty Alexander, là aussi, la légende, je crois, 80 ans cette année. Pas la première fois qu'il vient à QI. Un habitué, quoi. Un habitué du festival. Ouais. Il a été aussi un habitué d'un autre festival de jazz très connu de la Riviera. Et c'est vrai que c'est un plaisir de le voir revenir. En l'occurrence pour un projet très spécial, parce que je crois qu'il est né le jour du débarquement. Et puis il y a une espèce d'anniversaire autour de ça cette année, 1944. Oui. 1944, ça. Ouais. Et puis il fait tout un programme autour de la musique de cette époque et de ce que ça inspire pour lui. En effet, il sortira D-Day, un album qui sort donc au mois de mars de cette année et qui se fera autour de ce projet. Donc le programme du dimanche 7 avril pour le QI Jazz Festival avec le pianiste Monty Alexander, la légende, la musique underground de Lander and Adrian. Ça, c'est mon petit coup de cœur, Jean-Yves. Ils dresseront le portrait de Chet Baker, David Enko et Marc Pernou, duo, et puis le dialogue entre l'Occident et l'Orient avec Walid Ben Salim. Le lundi 8 avril, c'est repos pour tout le monde. Rien. On passe à la programmation du mardi 9. Gentle now, tender breeze blows, whispers through a Gran Torino, whistling another Monsieur Kyle time. Eastwood, il arrive avec un nouveau projet aussi, Eastwood by Eastwood, accompagné de son quintet. Ils interpréteront les thèmes des films de son père, bien sûr, Clint Eastwood. Là, ce que l'on peut entendre et voir, c'est Gran Torino. Il y en aura d'autres, bien sûr, de thèmes. Oui, Eastwood oui, aussi, belle. C'est un super contrebassiste qui a vraiment énormément bossé son instrument. C'est pas que le fils d'eux, mais c'est vrai que il était déjà venu une fois à QI dans un autre format, pas avec son propre groupe. Donc là, c'est la première fois qu'il vient avec son groupe défendre ce qu'il a. Puis c'était une super personne, vraiment un type formidable. Il sera accompagné par le pianiste Eric Lenini. Le programme du mardi 9 avril, le fils de génie Kyle Eastwood accompagné au piano d'Eric Lenini, la création unique des messieurs Blazer, Auberson et Ducret et la sensibilité rythmique de Marcus Strickland et le dernier projet solo de Yaron Herman. Le programme du mercredi 10 avril. Vous avez déjà eu l'occasion, Jean-Yves, d'aller au Théâtre de la Mer à Sète ? Non, j'en ai beaucoup entendu parler, évidemment, mais là, c'est magnifique. Ils sont là, justement, Léon Fall, qui est en train de se produire. Léon Fall qui seront au QI Jazz. On est à la frontière entre de la house et du jazz, et c'est aussi une des révélations de la scène française. Oui, bien sûr, avec des musiciens très très talentueux qu'on connaît bien à QI, qui ont eu l'occasion de jouer dans diverses formations au QI Jazz, qui ont fait pour la plupart d'entre eux leurs études aussi à la Haute École de Musique de Lausanne. Donc c'est des amis et des habitués, et puis on les voit à la jam quasi dès qu'ils peuvent, ils se précipitent pour venir jouer. Notamment Gauthier Toux qu'on voit là au clavier, ou Zachary Xick à la trompette. Mais c'est impressionnant la qualité de ces musiciennes qui sortent de cette école, et puis qu'on peut programmer avec grande confiance dans un festival comme le QI Jazz. Et on serait justement de les applaudir au QI Jazz. Ils défendront leur album, c'est une merveille, je vous le conseille, ce qui s'appelle Stress Kyler. Le programme du mercredi 10 avril, donc l'énergie débordante de Defer Youssef, les chansons traditionnelles d'Elina Douni avec le Rub Luft Band, la révélation musicale Léon Fall et la musique contemplative et intime de Yum. Le programme du jeudi 11 avril. Monsieur Menser Brown, guitariste, compositeur, producteur et multi-instrumentiste, il sait tout faire, surtout captiver son public lors de chaque prestation, Jean-Yves. Ouais, extrêmement talentueux. Alors lui, c'est vraiment la première fois qu'on va le voir. Moi, je suis vraiment énormément de ce type de musique aussi qu'on peut défendre à QI dans un jazz plus ouvert, et puis vraiment ouvert sur les pays anglo-saxons comme le jazz l'est à la base. Mais là, c'est vrai qu'un talent comme ça, c'est vrai que c'est assez rare. Le programme du jeudi 11 avril, le génie musical de Dave Holland, trio avec Kevin Eubanks et Eric Harland. Alors,
là je parle de Dave Holland, c'est l'un de vos coups de cœur, Jean-Yves. Dave Holland, c'est vraiment un immense monsieur du jazz. Hein. Il est très connu parce qu'il a joué avec Miles Davis à la fin de sa carrière, à la fin de la carrière de Miles Davis. Donc. Et puis Dave, il joue avec vraiment beaucoup de monde. Il a toujours une très grande classe, une très grande virtuosité. C'est encore, le jazz a des légendes qui sont encore vivantes et lui, il en fait partie. Puis c'est toujours un grand plaisir d'accueillir ce genre de personnage. Et il sera accueilli la suite de la prog du jeudi 11 avril avec l'ensemble EMU Jazz Orchestra, le multi-instrumentiste, on en a parlé, de Brixton, Mansur Brown, et puis le duo explosif Laure Betris avec Yann Hunziker. Le programme du vendredi 12. Avec cet artiste incroyable que nous avons reçu il y a quelques jours de cela sur ce plateau. C'est génial. Ouais. On est tellement fiers de son parcours, mais une véritable révélation musicale, Navy. Ouais, bien sûr. Des artistes locaux qui tout d'un coup explosent comme ça à une vitesse assez folle grâce. Là, c'est une vidéo qu'on voit d'une chaîne YouTube très connue. Et tout. C'est impressionnant. Et puis elle a ce qu'il faut. Elle a une voix vraiment géniale, une présence scénique et tout. Enfin, moi, je veux énormément de ce concert qui va marcher à tous les coups. Enfin, c'est sûr. C'est cool d'avoir des artistes locaux comme ça qui, tout d'un coup, prennent une dimension à une vitesse folle. On espère que ça va pouvoir durer pour elle. Non, mais c'est génial. Mais c'était drôle parce que je l'ai vue il y a encore pas longtemps. Elle était en train de rédiger des trucs pour son mémoire, son master et tout. Et puis voilà, elle concilie tout d'un coup une carrière qui est en train de monter avec des études. C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Elle va se hisser dans les très très hautes sphères musicales, nous en sommes tous témoins en tout cas. Le programme du vendredi 12 avril, le projet musical d'envergure des Black Leaves avec Raoul Midden, génial, et Catherine Russell, et c'est également un de vos coups de cœur, ce groupe qui va arriver là, les Black Leaves. Ouais, un super projet mené par Reggie Washington, un bassiste de génie qui a joué avec vraiment énormément de monde, et puis d'autres artistes qui ont écumé les grandes salles, les grands festivals, dont le QI Jazz. Et puis c'est un projet conséquent, hein, je crois qu'ils sont 13 sur scène, et puis des chanteurs, chanteuses qui font un hommage à la musique Black Lives, donc à la musique afro-américaine. Donc c'est clair que ça va être très dansant, et ça va être rempli de bonne humeur, et puis ça marche super. L'album, il y a un nouvel album qui va sortir. Oh, ça va être une bonne vibe. Ouais. La suite de la prog du vendredi 12 avril avec le groupe phare de la scène hip-hop aussi genevoise, Captains of the Imagination, avec Evita Codé bien sûr. On a reçu également l'étoile montante Navy et les étincelles des deux romans Mathieu Michel et Colin Vallon. On passe. Colin Vallon, ouais. Vallon, oui. Oui, les Vaudois, Colin Vallon. Les Vaudois, oui, on adore ça. C'est pas Colin, c'est Colin. Allez, sur le programme du samedi 13 avril, dernier jour. Avec la formidable saxophoniste anglaise qui a joué dans de nombreux festivals, notamment Glastonbury. Autre coup de cœur avec Nubia Garcia. Impressionnante saxophoniste, c'est vrai, de cette scène anglaise dont on parle énormément dans les milieux du jazz, et puis qui cartonne à travers le monde. Là, on voit aussi son clavier qui joue dans plein d'autres groupes aussi formidables comme Ezra Collective. C'est vraiment c'est impressionnant ce qui se passe autour de la scène londonienne en particulier, et puis ce renouveau du jazz que ça a pu amener ces dernières années, puis qui continue à nous pousser en avant maintenant, quoi. Elle arrive justement avec un nouveau projet. Donc le programme du samedi 13 avril, la saxophoniste qu'il faut suivre très 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 près, Nubia Garcia, Balimea Project qui enflammeront le chapiteau, le projet de la Chica et el Duende Orchestra, le quatuor français Denis Colin Quiet Men et les vibrations de Manu Delago avec Mad About Lemon. Info et billetterie QIJazz.ch, c'est ouvert, hein? Oui, bien sûr, c'est ouvert. Ouais. Ça commence déjà bien d'ailleurs. Cette volonté de vouloir rester dans des tarifs qui sont quand même abordables. Accessibles. Tout à fait accessible. Donc voilà, c'est entre 40 et 64 francs pour les billets, pour des soirées d'artistes internationaux qui viennent pas très loin de nous. Enfin, je veux dire, c'est assez... c'est une volonté du festival, effectivement, de proposer ça d'une façon accessible. Malgré la hausse des cachets aussi de certains artistes, on sait que pas mal de festivals souffrent avec ça. Depuis le Covid, ça explose. Ça explose pour certains types d'artistes. Après, plus on a envie d'être sûr de remplir, et puis plus les cachets vont être élevés. Donc il y a aussi une forme de prise de risque nécessaire, ça c'est clair. Après, il n'y a pas que les cachets qui augmentent, il y a toute la production, tous les coûts de la vie, enfin je veux dire l'impact général
on le ressent aussi. Et puis voilà, c'est un exercice d'équilibrisme qui est important à faire pour maintenir ce type d'activité à flot financièrement. La programmation complète du festival œuf sera dévoilée le 20 février. Le QI Jazz, 41e édition, donc c'est du 5 au 13 avril. On se réjouit. Merci beaucoup, Jean-Yves Cavin, d'être venu. Merci à vous pour ce beau panorama. Le journal de la musique avec David Letard. Sortie musicale de cette semaine avec, pour commencer, Green Day. Ils sont de retour. Un des groupes les plus emblématiques du punk rock reviennent avec Saviors. Green Day, ce sont plus de 75 millions d'albums vendus à travers le monde. Le groupe fêtera également les 20 ans du cultissime American Idiot en 2024. Une grande tournée mondiale est annoncée dans la foulée, avec un petit passage en Suisse le 15 juin à Interlaken pour le Greenfield Festival. Saviors de Green Day, c'est pour ce vendredi. Changement de décor et de style avec Enrico Macias. J'adore ces petits changements. Et oui, ce vendredi, Enrico Macias sort également un nouvel album. Sa voix et ses mélodies ensoleillées ainsi que son répertoire de grands succès illumine la chanson française depuis plusieurs décennies maintenant. 60 ans de carrière pour ce monsieur. Ce vendredi sort de musique en musique et retrace en 4 disques le parcours unique du chanteur, auteur, compositeur et guitariste et mérite 85 ans au compteur pour Enrico Macias qui nous offre un voyage musical festif et humaniste de musique d'Enrico Macias, un beau coffret qui sort ce vendredi. J'adore. Les sorties musicales, session de rattrapage avec Ariana Grande. Le nouveau single attendu, justement, d'Ariana Grande vient de sortir. Il s'appelle Yes And. Il est le premier extrait de son déjà 7e album, un titre avec des influences house et dance, directement débarqué des années 90. Il y a un petit air de Vogue de Madonna lorsque l'on l'écoute, mais vraiment c'est flagrant. Ce titre est un cri de colère face à ses détracteurs. Oui, elle en a. Ne commentez pas mon corps, ne répondez pas, vos affaires sont à vous, les miennes sont à moi. C'est ce qu'elle déclare en tout cas. Enfin, c'est noté, vous l'aurez compris. Un nouvel album devrait sortir également cette année. Le retour d'Ariana Grande, ça s'est passé il y a quelques jours. Moi j'aime bien ça groove, ça réveille ça le matin, franchement ça fait du bien. Allez, on prend des nouvelles également de MC Solar. Il vient de sortir Pierre Feuille. On a l'impression qu'il s'est fait assez rare et assez discret ces dernières années, mais en réalité, le patron n'a pas arrêté. Après la réédition de ses premiers albums, la bande originale du film Transformers et une tournée en revisitant ses tubes en version jazzy, un duo aussi avec Vianney, l'interprète vient d'annoncer une nouvelle tournée qui passera par la Suisse le 19 juillet à Sion sous les étoiles. Un nouvel album devrait également voir le jour cette année, 7 ans après Géopoétique. En attendant donc Pierre Feuille, morceau bien rap, est sorti cette semaine. Jennifer Lopez est dans le journal de la musique aussi, côté sortie cette semaine, séquence rattrapage, la suite. Ça c'est vraiment bien. Alors elle, ça fait des mois qu'elle tease, vraiment à l'américaine, c'est bien huilé, tout ce que tu veux. Le clip est sorti il y a quelques jours, un comeback justement, ça fait des mois justement qu'elle tease ce nouvel album. L'album s'appellera This Is Me Now, il est prévu pour le 16 février, il s'agit de son 9e album et le premier depuis AK en 2014. Alors oui, c'est un événement dans le petit monde musical. Un film devrait également sortir cette année sur l'univers de son nouvel album, il sera disponible sur la plateforme Prime Video et pour patienter, voici Can't Get Enough, le premier single de l'album, c'est tout frais et c'est sorti cette semaine. Le journal de la musique avec David Letard.
L'invité de Journal de la musique ce matin, bonjour Charlotte Grace. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Salut. Bonjour. Tout va bien? Nickel. Merci. Et apparemment, il y a beaucoup de circulation ce matin. C'est compliqué. On a eu un petit coup de sang. On a eu un petit peu peur. Vous êtes bien arrivés. On est là. Tout va bien. Vous avez eu le petit café. Tout va bien. On va parler musique, mon cher David. Allez, on va faire la route ensemble, emmené par Charlotte Wacker et Kenny Arifi, le duo. Charlotte Grace est déjà bien installée sur la place musicale Rembrandt. Cela fait 9 ans que vous tracez la route ensemble, avec déjà un premier EP sorti en 2018 au nom de Birth, et ils sont enfin de retour. Mais vous étiez où, purée? On en parlera. 6 ans d'absence. Il y a certes le single Fallen King sorti en 2022, mais les voici avec aujourd'hui un premier album, nom de Sugar Rush. Une ruée de nouveaux singles qui font du bien, emplis de sonorités allant de la pop à de la folk en passant par de la néo-soul, et un titre qui passe en boucle sur M, extrait de votre album qui sort ce vendredi. Des fois, moi je l'adore ce titre. Mais c'est vrai, je l'adore. Charlotte Grace, Saffron Wine, extrait de Sugar Rush, donc sorti pour ce vendredi 19 janvier. Un titre au senteur épicé, le safran, un petit clin d'œil aussi par vos origines. Oui, libanaise. Tout à fait, exactement. Bien renseigné. Oui, c'est ça, oui. Le safran, l'eau de rose, le vin et l'assimilation de... Oui, c'est sensoriel, quoi. Il y a un côté où j'avais envie d'être dans le Moyen-Orient et d'avoir un petit clin d'œil au Liban, qui sont mes origines. Et j'ai jamais été, mais c'est pour moi une manière de connecter à ça et de commencer à creuser là-dedans, peut-être, pour la suite. 6 ans d'absence, j'ai dit. Alors, j'imagine que vous avez vaqué à d'autres occupations, mais... Vous avez quoi, comment l'idée est venue de faire en fait ce premier album? Bon, 6 ans d'absence, en fait on a sorti l'album l'EP en 2018, oui. Puis après il y a 4 ans, tu vois, on a écrit en fait ces morceaux-ci. Ouais. On voulait vraiment prendre le temps en fait cette fois pour arriver à ce qu'on veut. Et donc on a eu ce luxe, parce que parfois en fait c'est vrai, quand on crée un album on a un timing assez serré, on a un an, il faut faire tous les titres, et donc du coup là on s'est dit, vu que moi j'ai un petit studio à Montreux, et puis je peux me permettre en fait d'enregistrer les titres un peu quand on veut, quand l'aspiration est là. Et donc du coup en fait on s'est dit ok, prenons le temps, pas de stress, et puis quand on est prêt on le sortira à ce moment-là en fait. On a un label qui nous a soutenus dans ce sens-là aussi, il nous a permis de prendre le temps aussi, et ça c'est très chouette. Ouais. 10 titres, je l'ai écouté en long en large, vraiment bien. On va écouter justement voir un nouvel extrait. Charlotte Grace, Mama Say, ce titre évoque les lignées de femmes, leurs secrets, rêves et savoirs transmis de génération en génération. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est ça. J'avais envie de parler justement de ce qui se transmet de génération en génération sans qu'on en soit nécessairement consciente. Et de faire un hommage en fait à ces savoirs qu'on se transmet. J'en ai pas parlé nécessairement, mais ça concerne aussi les traumas, qui sont des traumas passés, et comment est-ce qu'on les transmute, et comment est-ce que en fait quand on guérit ça, on guérit pour la lignée aussi. Et c'est un hommage en fait aux femmes qui ont tracé la route avant nous, et oui, une forme de guérison aussi des lignées de femmes. La cover est magnifique. Alors pour ceux qui sont en radio, je vous invite à voir l'interview en vidéo. Elle est signée Lucas Trovato, un gâteau en éruption, festif, c'est coloré, c'est génial. Oui, tu veux en dire des mots ou... Alors c'est pas moi qui ai fait la cover, mais c'est Lucas Trovato, donc et qu'on le remercie d'ailleurs. C'est Passage, qui est notre bassiste aussi. C'est ça. Mais en fait, on lui a simplement, il fait aussi partie du projet, et puis en écoutant l'album, en fait, d'ailleurs le titre est venu un peu de toi, le Sugar Rush, et puis en fait il s'est inspiré un peu de ce gâteau, du sucre, du volcan qui explose. En fait, c'est vrai que ça englobe un peu l'album, en fait, les chansons partent un peu dans plusieurs styles différents, et donc du coup c'est un peu l'image qui reflète la musique. C'est ce qu'on a cru justement comprendre, en tout cas quand j'ai écouté l'album, parce que là j'ai la version CD, là aussi c'est génial d'avoir sorti la version. Non mais c'est vrai. C'est old school. Ne jetez pas vos appareils CD, bien au contraire. On va s'écouter voir un nouvel extrait. Street
extrait de Sugar Rush qui va sortir ce vendredi 19 janvier. Donc il était déjà sorti ce titre-là en 2022, c'était une sorte de petit apéro, un petit avant-goût avant l'album. Ce morceau questionne les injonctions sociétales à correspondre à une masculinité viriliste et toxique. Là on sent qu'il y a un message fort que vous voulez faire passer. Ouais, bah c'est plutôt une constatation en fait que mes amis garçons et les hommes que j'ai fréquentés dans ma vie sont souvent pris dans cette injonction à être fort, à être viril, à savoir ce qu'ils font, à pas pleurer, et ça m'énerve en fait. Je suis là, mais j'ai envie que les hommes comme les femmes puissent avoir accès à leur douceur, qu'il n'y ait pas de tabou autour du fait d'être pas nécessairement dans son big man body tout le temps, d'être dans un truc un peu plus souple, quoi. J'aimerais bien qu'on puisse aller dans ce sens-là, et je trouve que ça profite à tout le monde, et aux garçons y compris, qui peuvent aussi se dire en fait j'ai le droit de pas tout le temps être en contrôle, en maîtrise, et ça rend les choses plus souples, plus fluides. Et voilà, c'est ma manière de participer à ça et de dire en fait on est ensemble et on peut, il y a de la place pour ça aussi. C'est ça que j'avais envie de dire avec ça. Charlotte Grace, l'album qui va sortir ce vendredi, c'est aussi Wildfires. Go back with you anytime. I've never felt. Un des titres peut-être les plus soul de l'album, un titre qui invite l'ado en nous à exister dans la vie d'adulte qu'on mène. C'est ça, en fait, le thème. Ça doit parler à pas mal de gens aussi, ce thème. Oui, et en fait, ce morceau-là et Sugar Rush, en fait, en entier, sont une invitation à l'enfant intérieur à sortir et à participer dans notre vie d'adulte et à retrouver la playfulness, le fun, le côté, on n'est pas en maîtrise de tout. Et Wildfire, c'est vraiment une invitation à ça, à revenir à ses souvenirs et puis les embarquer avec nous aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Alors avant d'avoir une petite surprise de Charlotte Grace ici sur ce plateau, il y a un vernissage qui est prévu pour le samedi 20 janvier. Voilà, au NED de Montreux. Là, vous serez accompagné de vos musiciens, parce que vous n'êtes pas que les deux en fait, Charlotte Grace. Vous êtes 5, je crois. On est 5 maintenant, exactement. Il y a aussi Lucas Knoffel qui est la batterie, Lucas Trovato qui est la basse et Livia Maras au clavier. Oui. Alors Montreux, peut-être un petit rappel, parce qu'en fait vous jouez à domicile. Alors vous le disiez, vous avez un studio à Montreux, vous êtes de Montreux, mais vous avez également joué au Montreux Jazz Festival, à Montreux Jazz, dans la prog in. Et là, c'était génial. Mais franchement, c'était une belle surprise en tout cas. C'était dans une période où on était justement en pleine composition de l'album, et puis on a été contacté par le Montreux en nous proposant si on était intéressé de jouer. Et donc franchement, on était vraiment agréablement surpris. Et donc c'était une très très belle expérience. Bon, pour moi en tout cas, c'est vrai que c'était un peu un petit rêve de jouer dans le in, dans la programmation in du Montreux Jazz. Donc, et d'autant plus, on a fait la première partie de Raoul Midon. Oui. Et avec Charlotte, en fait, quand on a débuté ce projet, on faisait des reprises de Raoul Midon. Et donc quelques années après, en fait, on se retrouve sur la même scène que Raoul Midon. Donc c'était vraiment quelque chose, une expérience unique. Ouais, et je sais que c'est votre idole. Ouais, en tout cas moi, oui. Je sais qu'il est de retour en Suisse. Oui, je le suis. Bien sûr, je le lâche pas. Au QI Jazz, justement, il sera agendé au QI Jazz le 12 avril. Alors, Charlotte, elle a eu envie de faire de la musique grâce à Aretha. On lasse pas. Oh là là, faut voir le sourire sur le visage de Charlotte quand c'est magnifique. C'est juste une évidence. Ah ouais, non. Enfin, pourquoi ce titre ? Mais parce qu'elle est fantastique, elle est juste, elle est tellement là. Enfin, on peut pas. Moi, elle m'émeut tout le temps cette chanson. Je m'en lasse pas. Je l'aime tellement. Et ça fait depuis toujours que je l'écoute. Enfin, Aretha. Et cette chanson en particulier, elle a tout quoi. Elle est juste là. Elle incarne. Et elle est belle. Elle est puissante. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée. Et là, on est en 1968. Et puis, Kenny, lui, il a eu envie de faire la musique avec ça. Et Kenny, là, il a les yeux rieurs, justement. On voit qui s'illumine aussi, bien sûr. Pour moi, c'est des génies, quoi. Franchement, c'est les plus belles chansons. Enfin, c'est le premier groupe un peu pop, c'est le premier boys band. Et non, franchement, en fait, je me suis baigné dans cette musique en fait, de tout jeune, donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et là, on est également en 1968. Alors, petite surprise, vous allez interpréter un petit morceau en live, peut-être
le temps que vous vous préparez, annoncer que Charlotte Grace en concert, ce sera donc le 20 janvier au NED de Montreux pour le vernissage de l'album. Et puis, bonne nouvelle aussi, Roxane sera en première partie. Et puis le 2 mars, vous serez aux Hivernales de Gland. Charlotte Grace, c'est quand vous voulez. Grapes and sugar, I landed at dawn. Sweet rose water, lay me on the lawn. I come from the land where the cruel has been banned. I know that you have so many questions, like how can I be from so far away? You're made of the divine, sweet as wine, dripping from your lips, so close to mine. It flows out of your hips, the tips of your hands, soaking in saffron wine. Lay me in a cinnamon base, sweet rose water from hips to waist. I'll show you our ways to heal human race. Harvest the moons of our backyards, wrapping our lips in saffron bliss. You're made of the divine, sweet as wine, dripping from your lips, so close to mine. It flows out of your hips, the tips of your hands, soaking in saffron wine. It's called alchemy, and it's part of me, so constantly in my mind. It's called alchemy, and if you're true to me, I will help you breathe in the sun. You're made of the divine, sweet as wine, dripping from your lips, so close to mine. It flows out of your hips, the tips of your hands, soaking in saffron wine. Ouais, merci. Merci, merci. Merci pour ce cadeau. Votre premier album, il sort ce vendredi. Goûtez-le, c'est du très bon sucre. On vous suit sur les réseaux sociaux ainsi que sur charlottegrace.ch. Philippe, cadeau. Ah, volontiers. Ah ouais, c'est sûr. On va l'écouter sans modération. Merci beaucoup à tous les deux. M Media.